Imaginez une ville entièrement pilotée par une intelligence artificielle, une ligne de 170 km au beau milieu du désert abritant 9 millions d'habitants. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est The Line, un projet bien réel en Arabie Saoudite. Partout dans le monde, des villes futuristes se construisent, Woven City au Japon, Hangzhou City Brain en Chine, Telosa aux États-Unis, des métropoles pensées par des gouvernements ou des géants de la tech. Tout est connecté, tout est automatisé, tout est optimisé. Mais à quel prix ? Derrière les promesses écologiques et technologiques se cachent d'autres réalités, surveillance permanente, algorithmes décisionnaires, disparition du collectif. Et si notre futur était si fracturé entre ultra riches hyper connectés et laissés pour compte suffocants sous 50 degrés qu'il ne nous restait plus qu'une seule issue, enfiler un casque et fuir dans un monde virtuel. Dans cet épisode, on explore les projets les plus fous de la planète, entre utopie écologique et dystopie algorithmique. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va mes osios ? Bah écoute, pas mal. On est bien. On est bien, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui qu'on traite. Vous êtes prêts à vous plonger dans notre demain en fait C'est surtout clairement. qu'on sort de la canicule, donc on se dit ce genre de cité intelligente, on attend que ça quelque part, mais en même temps ça fait peur. Ça fait clairement peur. Et en même temps, il y a des beaux projets, ça donne envie. On peut peut-être rappeler un peu ce que c'est une smart city, une ville intelligente. On parle globalement d'un modèle urbain qui s'appuie sur la technologie avec des capteurs, des objets connectés, des algorithmes aussi, on va en parler tout au long de l'épisode, pour rendre la ville plus fluide, plus verte, plus efficace. Et d'ailleurs, la CNIL définit ça comme la Commission nationale informatique et liberté, pardon, pour tous les acronymes qu'on a en cyber surtout. Effectivement, en fait c'est un projet qui vise à améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptive et efficace. Voilà, c'est leur définition officielle. Pour vous, c'est quoi votre petite définition de la ville intelligente ? Bon, je pense que c'est quelque part au milieu de ce que tu viens de dire. L'idée, c'est d'utiliser la techno pour à la fois répondre aux contraintes, tout ce qui est écologique, etc. Et puis toutes les problématiques qu'on pourrait avoir et sur lesquelles on pourrait se faire assister par de la technologie, avec notamment l'arrivée de la 5G, putain, on aura la 6G, l'Internet of Things, donc qui est tous les espèces de petites caméras, les capteurs, etc. L'IoT. Tout à fait. La démarche, c'est d'avoir aujourd'hui, avec toutes les méthodes et les technologies qu'on a, d'avoir la communication et ce qu'on appelle le backbone, qui en vérité la colonne vertébrale de tous ces systèmes-là, assez d'infos pour, de manière prédictive, améliorer en fin de compte l'écologie, la qualité de vie des gens aussi. Mathieu, t'en penses quoi ? Bah écoute, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je rajouterais juste un élément, je dirais, avec la participation de tout le monde. Notamment, on voit avec des villes qui sont de plus en plus connectées avec des applications potentielles où on pourra donner notre avis, signaler des choses. Donc ça, pour le coup, j'aime bien. Et aussi une ville qui est capable d'être un peu autosuffisante. C'est-à-dire que je pense que de plus en plus, on va devoir composer avec des ressources limitées dans le monde. Et du coup, ça serait bien qu'on puisse recréer des petits écosystèmes pour que les villes puissent globalement se suffire à elles-mêmes, même si le défi est immense. Concrètement, c'est exactement ça, ou presque. C'est équipé pour récolter éventuellement même de la donnée pour les feux tricolores, le réseau d'eau, la qualité de l'air, les transports, les déchets, la consommation énergétique. Grâce à ces infos, en fait, l'idée c'est que la ville s'autorégule pour anticiper des bouchons le matin éventuellement, gagner du temps sur la 86. Et on parle pas de Waze, parce que Waze, on te voit, les bouchons ils sont pas encore là, que tu sais déjà qu'ils t'envoient à l'autre bout du truc dans un chemin que t'avais pas du tout prévu de prendre, alors que tu prends le chemin d'habitude. On te voit Waze, T'es pas un GPS, toi, t'es un régulateur de trafic, ça le fraude. Ah mais c'est exactement ça. Exact. Ça permet aussi de réduire éventuellement les pertes, d'optimiser les ressources qui deviennent de plus en plus importantes. Et pareil, tu vois, on parlait de ressources, on parle de nourriture, tu vois, pourquoi pas remettre des îlots de nourriture, faire du local pour avoir une gestion un peu plus verticale, quoi. C'est la promesse, en tout cas, d'une ville plus durable, moins polluante, plus participative. Mais ce modèle, évidemment, soulève beaucoup de questions, notamment sur la gestion urbaine entre les mains de géants de la tech, parce que c'est eux qui ont les données, les technos, ressources, quoi. Finalement, les technos, les startups aussi, les investisseurs, et sacrifier finalement le collectif dont parlait Mathieu au profit du contrôle. J'ai bien aimé un terme que j'ai lu sur Internet quand j'ai fait mes recherches sur ce sujet, c'est le Big Mother. On n'est pas sur le Big Brother classique, le Big Mother parce que c'est la ville intelligente, et on parle de paternalisme numérique qui sait tout pour notre bien. Et il y a un truc qui m'a fait tiquer en le préparant, c'est surtout le fait que effectivement on arrive dans un projet qui devient de plus en plus connecté. On va parler un petit peu des routines effectivement qu'on peut faire à l'intérieur, des objets aussi qu'on peut y retrouver. Mais par exemple demain, ton trottoir, ton lampadaire, ta caméra, tout est surveillé.
tout le monde t'entend, tu as une surveillance omniprésente dans cet écosystème. Et surtout, moi, il y a un truc, et surtout beaucoup d'experts en parlent, c'est que tous ces systèmes pourraient même un jour servir à contrôler les zones pauvres, isoler des quartiers populaires, découper la ville en territoires à 2 vitesses différentes. Et on va le voir avec les projets qui sont en construction. On est clairement dedans. Cet aspect de ville résiliente face au climat aussi, on l'a vu et on en parle, on est clairement dedans avec les canicules de dingue. Et apparemment, d'ici 2050, on pourrait avoir des pics de plus en plus fréquents autour des 50 degrés. On vient de nous annoncer qu'on n'arrivera pas à tenir ce qu'on s'était mis comme cap, celui de ne pas dépasser les 1,5 degré, je crois, d'augmentation de température. Du coup, ça va être... Du coup, on cuit. Compliqué. Voilà, clairement. Ouais, du coup, on cuit. Du coup, comment dire, niveau agriculture, c'est compliqué. Après, de manière très pragmatique, vous pensez que vous, de la technologie, ça peut nous aider à justement, ne pas sacrifier notre confort du quotidien pour nous aider à justement tenir nos... Les engagements, ils sont faits les aussi objectifs, pour... mes objectifs, ils sont faits pour... pallier à certains problèmes qui peut y avoir, notamment sur la fourniture de la nourriture, ce genre de choses, tu vois. Vous pensez que la technologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ça peut nous aider justement à réguler, à maîtriser notre impact sur la planète ? Je pense que ça fait partie de la maîtrise. Clairement, on peut y avoir accès. Mais pour moi, ça va au-delà. C'est qu'il y a 2 défis. C'est que soit en gros, tu pars sur une table rase, tu crées une nouvelle ville comme ce que des géants sont en train de le faire. Ou alors, tu essaies d'adapter des villes actuelles pour essayer de les optimiser. Il y a des trucs tout cons, mais par exemple, sur un truc énergétique, au lieu de mettre des clims partout, juste peindre le plafond, le toit du bâtiment en blanc permet justement d'avoir beaucoup moins de chaleur qui arrive dedans. C'est des trucs, des technos un petit peu bêtes, même, c'est même pas une techno à proprement parler, c'est une sorte de géotextile, c'est de la peinture quoi, qui permet. Donc ça contrebalance justement avec ces effets-là, et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à optimiser mieux les technologies et les ressources qui nous entourent, je pense qu'on peut réussir justement à faire réduire toute la partie consommation en tout cas. Moi, je suis sidéré qu'en 2025, on n'ait encore pas des feux rouges intelligents. J'ai l'impression que les feux rouges, ils sont toujours calqués sur un espèce de compte à rebours. Un timer. C'est un peu comme ça que je le vois, le truc. Et des fois, je trouve qu'il y a des feux qui sont rouges, et alors qu'il n'y a personne, que tu pourrais fluidifier le trafic. Et t'es là, en fait, tu te tapes ton feu rouge qui dure 3 plombes. Et il y en a je beaucoup trouve qu'on est en 2025. Je trouve qu'on n'est pas encore passé ce cap-là. Montre aussi la lenteur que ça prend pour s'adapter. Est-ce qu'on peut se plonger éventuellement dans la routine de demain ? La routine d'une ville connectée, ça donnerait quoi, Mathieu ? Eh ben, ça commence par quelque chose d'assez étonnant que j'avais pas forcément anticipé dans l'analyse du sujet. C'est que ça commence par se réveiller, mais ça commence par notre domicile, en fait. C'est vrai que notre domicile fait partie de la ville intelligente. Et du coup, on aurait grosso modo, notre appartement ou notre maison qui soit connecté au réseau de la ville et du coup qui va s'adapter pour mettre une température optimisée pour le confort, pour aussi tenir compte des besoins énergétiques des uns et des autres. Et jamais pourquoi de la pas vie. aussi Moi, je suis solo. Optimiser, je suis dans mon gang. Mais ça peut permettre typiquement aussi d'optimiser, tu vois, la recharge par exemple de ton véhicule et d'aller se mettre sur les heures creuses et tout ça pour vraiment optimiser le prix de l'énergie. Et ça peut être cool. Ça peut aussi être par un trajet optimisé. Te dire finalement, est-ce que tu as tout de suite le trajet de ton prochain bus qui pourrait apparaître, je sais pas, sur ton miroir connecté. Ça peut aussi te dire que finalement, aujourd'hui, il y a un problème de canalisation sur le trajet que tu ferais toi en voiture et qui finalement il va te dire je te conseille pas de prendre la voiture mais de prendre une navette autonome ou par exemple de prendre un vélo en fonction de la distance du trajet que tu as à parcourir. De ton overboard. Voilà, de ton overboard aussi également, qu'on attend tous avec cybercab. Impatience. Ton cybercab aussi également. Bon voilà, vous avez bien compris. Mais en gros, dès le réveil, dès le moment où tu es réveillé chez toi, ça te donne l'optimisation. C'est connecté à l'actualité de la ville. Voilà, et du coup, ça revient à ton sujet. Donc, tu disais la fluidification de la ville avec des trajets qui ne sont pas encombrés de monde. Et ça serait pas mal. Autre chose, on parlait aussi d'optimisation sur la qualité de vie, d'avoir une ville qui respire, parce que elle est optimisée notamment sur la collecte des déchets qui peut être fait pendant la nuit pour réduire les coûts et les émissions, des lampadaires qui vont adapter aussi leur intensité aussi également
pour ce genre de petites choses. Même des un panneaux détecteur de d'affichage. mouvement aussi. Ouais, exactement. T'en as. Et tu passes, ça Ouais. s'allume, comme dans certains parkings, maintenant ils font ça. Et typiquement aussi, je suis d'accord avec toi, et par exemple, en fonction de l'heure de laquelle où t'es, ou du niveau d'éclairage, on va dire naturel, donc le coucher du soleil, te dire, bah, on va mettre des éclairages publics, mais pas trop fort parce qu'il y a encore un peu d'éclairage, ou se dire, bon, bah là, on est 2 heures du matin, c'est des ruelles sombres, on va mettre un bon éclairage bien sombre pour sécuriser les gens, pour qu'ils se sentent un peu plus tranquilles, ce genre de choses. Comme dans le Truman Show. Activez la lumière. Mais il est 3h du matin, on s'en fout, activez le soleil. Exactement. Te donner des indications aussi sur la qualité de l'air. Pareil, pour avoir un peu l'acte militant de dire est-ce que je prends un véhicule ou est-ce que je vais plutôt privilégier la marche et le vélo. L'avantage, c'est qu'on a pas mal de trucs déjà chez nous. Le côté, la voiture recharge dans les heures creuses. On a directement nos applications, que ce soit Dyson ou même l'application météo, qui permet de nous dire si effectivement l'air est trop pollué ou pas, ce qui peut nous donner des bonnes indications si on allume le purificateur d'air ou si on ouvre notre fenêtre, par exemple. Donc on a quand même déjà un pas bien intéressant. Et pareil, je pense qu'on a déjà ce truc-là avec le panneau Linky. Alors je sais que c'est un truc qui fait beaucoup de débats et il y a beaucoup de polémiques autour de ça, mais je pense que, en tout cas, si on essaie de prendre le projet pour ce qu'il est de manière vertueuse, le connecter à ton panneau d'électricité, qui soit connecté à, je sais pas, à une centrale, c'est pas déconnant pour essayer d'adapter et d'économiser un peu des ressources. Ensuite, on peut passer au déjeuner, manger local, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au lieu de, je sais pas, tu as envie de te faire un petit dessert avec, je sais pas, du miel, admettons, comme on a pu voir dans un certain déplacement qu'on a fait ensemble, d'avoir une ruche pas très loin, en haut d'une société, ou d'avoir carrément en haut d'une boîte, d'une entreprise qu'on a dans sa ville, avoir des endroits pour pouvoir faire pousser des choses. On a exploré les locaux et le campus de la Maïf à Niort, où justement on a découvert que tout autour de leur campus, ils ont ce côté justement hyper local où ils vont chercher la viande, ils ont des ruches sur leur toit pour récupérer leur miel, et du coup les gens, les employés, les collaborateurs ont accès à tous ces trucs-là directement à la cantine. J'en avais vu à Paris, ça, des ruches et tout, mais je savais pas que la Maïf faisait ça, c'est cool. Remettre, tu vois, je sais pas, des fermes au sein d'une ville, d'avoir des petits coins fermes un peu qui permettraient de s'automatiser grâce à des capteurs des capteurs IoT et qui contrôlent l'irrigation et les nutriments, tu vois, garantissant des produits frais et locaux avec une empreinte carbone minimum. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, tu vois, je te fais l'après-midi, tu sors du taf et tout d'un coup, tu prends ton téléphone et tu regardes ton application de ta ville qui va te permettre de donner tout un tas d'éléments. Tu vois un élément qui a été dégradé ou un élément qui est mal en point, ou pourquoi pas même une rue sale, et de dire, tiens, j'ai détecté ça à tel endroit de la rue, et la mairie, elle s'engage à intervenir rapidement, soit pour remplacer l'objet qui a été dégradé, soit pour nettoyer parce qu'il y a une poubelle qui s'est renversée. Tu vois, ce genre de petites choses. Et également, elle te fait une petite notification en disant qu'il y a un projet de stade, typiquement de mettre un nouveau stade de basket au milieu de la ville, en plein air, et de dire on a pensé à tel emplacement, voilà les designs de stade qu'on a retenu par rapport au budget qu'on a pu lui allouer, et toi tu pourrais juste donner ton avis. L'idée, c'est pas forcément de statuer à la place de la municipalité, mais peut-être que la municipalité ait un retour de la part de ses habitants en disant l'option que les habitants préféraient, c'est l'option 3 par exemple, pour telle ou telle raison, qu'on pourrait voir en 3D avec différents niveaux d'éclairage de la journée. Le sondage Instagram de la ville. Ça peut être un truc très très cool. Et ensuite, le soir, tu rentres tranquillement chez toi parce que tu es venu en navette autonome, et le soir, tu rentres en vélo parce que tu as des vélos disponibles sur le trajet et qu'on a réussi enfin à sécuriser un petit peu la mobilité en vélo. Moi, je sais que du côté de ma ville, il y a plein de pistes cyclables, mais il y en a certaines, elles font flipper, parce qu'elles sont sur des axes où ça va très très vite. Voilà, d'essayer de résoudre ce genre d'équation avec cette ville intelligente. Et à la fin, tu rentres chez toi, la température, elle est toujours idéale, t'es bien, tu te sens en sécurité avec cette ville qui a potentiellement des caméras de surveillance, qui va pouvoir regarder si il y a des incidents, des départs de feu et tout. Et c'est marrant, en travaillant sur ce sujet-là, on voit que il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en avant par rapport à la criminalité, etc. Mais la délinquance, la criminalité avec une identification faciale, et c'est ça qui fait un petit peu débat. Mais c'est le débat toujours de est-ce qu'on veut de la sécurité au prix de notre vie privée. Honnêtement, moi, c'est un débat. Je sais pas. Moi, je pense que j'arrive à un âge où j'ai du mal maintenant à me dire que pourquoi je pourrais pas sacrifier un peu de ma vie privée pour avoir plus de sécurité.
peut-être aussi parce que je suis père de famille et parce que j'ai peur pour ma moitié. Et je mettrais plus à côté ma vie privée, puisque je passe dans une rue, pour leur sécurité à eux que pour ma propre vie privée. Voilà. J'ai un peu de mal avec ce concept, tu sais, où ça paraît de bon sens, mais il y a toujours cet archétype de la phrase qu'on nous dit ceux qui veulent plus de sécurité au prix de leur vie privée ne méritent ni l'un ni l'autre. Maintenant, je me pose de plus en plus de questions sur cette phrase. Est-ce qu'elle est si pertinente que ça ou pas? Ouais, et puis surtout que, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu veux faire tout élément sur lequel tu as besoin d'adapter quelque chose, en l'occurrence, que ce soit le quotidien des gens, mais surtout leur rapport à des éléments externes, type justement, on parlait de l'écologie, donc les contraintes liées au déplacement, à ce qu'ils aiment consommer, à quelle température ils aiment se chauffer ou se refroidir, ce genre de choses, à un moment donné, il faut que ces données, il faut que tu les partages. Donc ça implique que tacitement, on va connaître ton habitude, puisque encore une fois, pour faire des routines et surtout pour faire l'étude de qu'est-ce qui serait à la fois meilleur en termes de qualité de vie et en termes de qualité environnementale, à un moment donné, les infos, il faut les collecter de quelque part. Et si je peux juste faire un parallèle, aujourd'hui, on a un cas d'usage qui est devant nos yeux et qui est criant, c'est Apple versus Google, Apple a misé sur une IA locale qui veut pas trop exploiter les données et du coup qui se retrouve un peu malheureusement en retard sur le sujet, là où Google, à force d'ingurgiter nos données, a des IA de plus en plus pertinentes, etc. Donc c'est un choix. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est aussi un vrai choix de réflexion à faire. Si tu donnes pas les données, tu peux rien en faire et du coup, forcément, tu sacrifies aussi des informations privées pour ça. Donc, c'est un vrai choix. En t'écoutant par rapport à ce que tu nous donnais comme élément sur le quotidien, la journée typique de quelqu'un qui habite dans les villes connectées, je me suis rendu compte que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'éléments sur lesquels on se dirige. Mais énormément, mais même qui sont présents finalement. Qui sont présents. On parlait de l'anticipation des trajets, on parlait de l'anticipation avec les routines sur fermer les stores, allumer la lumière, ce qui sont des choses qu'on a déjà, nous, dans notre domotique interne, que certains, au niveau du public, ont plus ou moins adapté. Mais en tout cas, les technologies existent et sont déjà disponibles. Il n'y a qu'à nous d'y mettre un peu de temps, un peu d'argent aussi pour les configurer, les exploiter, les installer chez nous. Les applications de ville, tu vois, je sais que nous, on est dans la même ville, donc nous, on en a une. Quentin nous disait pareil que de son côté, là où tu habites, tu as une appli aussi. D'un certain niveau, tu as des groupes qui sont mis en place par la mairie sur les réseaux sociaux, etc. Le problème principal que je vois avec ces trucs-là, c'est qu'en fait, c'est des moyens qui ne sont pas, entre guillemets, mutualisés. Alors, on a pris l'exemple de Waze tout à l'heure avec, il analyse le trafic et puis il détecte quand il y a des bouchons avec la vitesse des gens qui se déplacent au travers des capteurs du téléphone. Mais la ville n'a pas été conçue pour répondre en premier à ces contraintes. On a mis des bâtiments, puis les bâtiments, ils étaient là, donc on les a améliorés. On les optimise en fait. C'est de l'optimisation à chaque fois sur les trucs existants. La rue, elle était dans ce sens-là, parce qu'elle était dans ce sens-là qu'à l'époque, avec les moyens qu'on avait de construire des rues, on l'a fait comme ça. Et en fait, c'est pas quelque chose qui a été sorti de terre en disant on veut faire une ville qui va être connectée, qui va être RSE, donc qui va justement prendre en compte les responsabilités sociales des entreprises avec des gros guillemets, mais qui globalement va être respectueuse dans l'environnement, qui veut utiliser des matériaux récents, des technologies de fabrication et des matériaux qui sont respectueux de la nature, pareil, préserver les espaces verts, ce genre de choses. Pour moi, c'est ça le plus gros enjeu, effectivement, c'est moderniser finalement une ville déjà existante. Exactement. C'est des trucs tout bêtes, mais on parlait de l'optimisation des feux, par exemple. Pour ça, il faudrait avoir peut-être plus de caméras, une centrale plus grande pour pouvoir gérer, apporter de l'IA à l'intérieur pour sécuriser, analyser le trafic, ce qui existe déjà dans certains projets, on vous en parlera. Mais ouais, en fait, on a besoin d'énormément de ressources. Un truc tout bête, un projet qui est là depuis longtemps, de dire, en fait, t'as une voiture électrique qui se recharge quand elle roule. Ouais, mais pour faire ça, faut péter toute la rue. Et toute la rue, à la fin, tu mets des bobines partout. Et avec les bobines partout, il faut faire gaffe avec. En dessous, t'as l'électricité, t'as l'eau, t'as les évacuations, le gaz. Enfin bref, il y a énormément de trucs qu'on a du mal à prendre en compte. Puis c'est juste pas rentable niveau de l'électricité d'avoir des chargeurs à induction sur toute la rue. Autant repasser mais ça, c'est clair. Non, ça, c'était un exemple. Mais c'est clair que l'optimisation et devoir repartir sur un projet déjà existant pour le transformer, c'est colossal. Après, comme vous avez dit, en plus, ça nécessite des investissements assez fous. Donc, je pense vraiment qu'il faut essayer de calibrer et de ne pas vouloir tout faire d'un coup, tu vois, ne pas vouloir la ville de demain tout de suite, mais de se dire qu'on va y aller petit à petit en mettant brique par brique en place les choses, parce qu'il y a tout plein de problématiques. Et tu crois pas, c'est bien dire, puisque la ville de demain, il y en a certains qui la veulent effectivement tout de suite. Quand on en a parlé en introduction, il y a The Line. En partant de zéro, parce qu'eux, ils ont les moyens et ils ont la place, visiblement. The Line, qu'est-ce que c'est ? C'est la mégalopole linéaire futuriste saoudienne, puisque c'est une ville qui va être construite
en long. 170 km de long, une ville linéaire haute de 500 mètres et large de seulement 200 mètres. On vous mettra une photo sur Instagram, il faut vraiment que vous alliez voir le truc. C'est évidemment un projet, c'est une vision aux alentours des 2030. Et d'ailleurs, c'est supporté par une instance qui s'appelle Neom. Neom pour Néo, le nouveau en grec, et M pour Mostalgbag. Désolé si je le dis très très mal, qui veut dire futur en arabe ou Mohamed. Bref, en tout cas, il faut imaginer une zone désertique et un couloir réunissant une ville sans voiture, sans route. Ça serait complètement alimenté en énergie renouvelable et abriterait 9 millions d'habitants. C'est un couloir de 34 km². Il y a Mohamed Ben Salman, le premier ministre d'Arabie Saoudite, qui promet même une cité entièrement automatisée où le premier robot de Neom, ce sera Neom lui-même. Voilà, carrément. Le mec, il est très très chaud. En tout cas, le projet, visuellement, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Ouais, c'est 2 buildings en fin de compte, qui sont à droite, à gauche, 2 buildings miroirs qui encadrent en fait cette espèce de ville. On se rend pas bien compte, hein, mais déjà 170 km de long, c'est déjà extrêmement long. 200 mètres de large, c'est beaucoup moins long, on se rend pas compte, hein, parce que ça va faire un truc vraiment, ça va être genre un trait, c'est vraiment juste un trait, un couloir, et surtout 500 mètres de haut pour les buildings, ça représente à peu près 2 fois la hauteur de la tour Montparnasse pour se situer. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez haut, d'assez colossal. L'idée là-dessus, d'avoir le miroir, donc c'est effectivement une problématique de qualité de comment dire énergétique. Le fait d'avoir les miroirs permet justement, parce que c'est construit en plein désert, de pas avoir trop comment dire de chaleur qui rentre au travers des rayons du soleil et tout, parce que c'est pas juste du verre, ils utilisent des matériaux un peu sympas pour réfléchir sur le truc. J'ai pas le détail, et puis de toute façon ceux qui travaillent dessus, ils ont signé des accords de confidentialité pour ne pas en parler. Mais l'idée de ce couloir en fait, c'est de se dire voilà, on va mettre en place des lignes de transport, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route comme Quentin l'a dit, et vous pouvez accéder à tous vos services en 5 minutes maximum. Et quand je dis tous les services, c'est vous voulez aller faire vos courses, vous voulez aller au parc, vous voulez aller, alors je sais pas si c'est prévu, mais au cinéma, vous détendre dans je sais pas, dans un des lieux de loisirs qui sera posé un café, ce genre de choses, tout serait accessible en 5 minutes, et ça c'est déjà fou à y penser. C'est marrant, ça me fait énormément penser au projet de l'Apple Park qui existe aujourd'hui en Californie, où tu as justement cette autosuffisance avec des parois entièrement vitrées tout le long, où tu peux circuler enfin c'est du circuit court finalement, hein. Tu vas d'un département à un autre, tu vas à la cafétéria, etc. J'ai pas encore eu la chance d'aller le visiter, mais en tout cas le projet est assez dingue, et surtout je vous invite à aller voir les images de The Line, parce que c'est vraiment un projet de dingue. Ouais. C'est un projet qui coûte quand même plus de 500 milliards de dollars. Ils veulent construire ça globalement sur la mer Rouge. Il faut voir, le début c'est au niveau de la mer Rouge et ça remonte jusqu'à la montagne. C'est un projet assez colossal. Mec, je suis en train de regarder là un petit peu à quoi ça ressemble, et on parle même de 2000 milliards peut-être à terme sur le projet. C'est juste science-fictionnel, j'ai envie de dire, le truc. C'est un projet d'envergure. C'est utopique, ouais, comme vision. Alors bon, utopique si tu prends l'aspect effectivement énergie 100% renouvelable consommée, 95% du sol préservé pour la nature, la fin des bouchons, tout très accessible, des technologies vraiment très très récentes et qui sont mises au service des citoyens. Tu m'as tendu une perche sur le fait de parler qu'effectivement c'était proche mer, puisqu'ils ont aussi prévu de faire un port de plaisance, le Hayden Marina, avec comment dire un espèce c'est un resort, hein, avec un grand hôtel qui serait là, long de 2,5 km et haut de encore une fois 500 mètres, qui serait destiné à accueillir donc des complexes hôteliers et 200 000 habitants dans des espaces résidentiels et commerciaux. C'est le premier quartier qui est en construction pour The Line. À lui tout seul, il coûterait 140 milliards, et il prévoit d'achever les travaux pour 2030. 2030, c'est dans 5 ans. Quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est des gravailles, hein, et des trous, on se demande bonne chance, à quel point s'ils ont bien prévu leur coup. Comme tous travaux, ça va être en retard. Ouais, puis c'est pas nous, les Parisiens, qui allons critiquer, puisque effectivement, nous, les transports, c'était même pas prêt pour les JO, alors qu'on s'y était pris 5 ans à l'avance. Là, ils parlent de construire un quartier complet. Ils ont les moyens de le faire. Après, voilà, ça reste quand même inédit dans l'approche. Il y a certains cabinets, notamment, qui sont connus alors, dans le domaine de l'architecture, notamment Norman Foster et Meccano, qui ont abandonné le projet apparemment, qui invoquaient des raisons éthiques et écologiques. Norman Foster était initié au projet. Ils étaient dedans, mais ils ont abandonné le truc. Je pense qu'il y a des contraintes à la fois sur la qualité, comment dire, le respect des bonnes conditions de travail pour les travailleurs.
Il y a des notions. Alors, écologique, c'est toujours. On veut faire la ville écologique, mais est-ce que pour la faire, on emploie aussi des moyens qui sont respectueux de l'environnement? Ça, c'est un autre débat. Quand tu vois la quantité de. Je pense déjà de matières premières qu'il faut acheminer là-bas pour construire une ville, parce qu'on se rend pas compte. Ça, hein, faut la déplacer. Hein. Ouais, Faut déplacer tout ça, le hein. ciment, machin, la ferraille et tout, faut les faire ramener à un moment donné. Tout ce qui est les composants, si c'est une ville connectée, s'il y a forcément du composant à fabriquer. Encore une fois, on n'a pas les détails puisqu'ils ont signé des documents légaux qui font qu'ils ne peuvent pas en parler en théorie avant un certain temps. Mais ils ont ils ont rappelé l'existence de certains concepts comme ça, de type utopie architecturale de l'époque qui avaient foiré ou qui n'avaient même pas été lancés. La ville linéaire de Soria au 19e siècle, il y avait la ville spatiale de Jonas Friedman, etc. Voilà. Est-ce que ça va tomber dans les méandres des choses qui ont été commencées, qui ne seront jamais terminées? En tout cas, les travaux sont en cours. Il y a des projets, il y a des plans qui existent. Il y a beaucoup d'images qui ont été... Alors, les images, par contre, je ne sais pas si tu les as vues, mais ça fait rêver. C'est magnifique. Tu vois qu'à l'intérieur, moi, je suis très, très fan. Alors, ça fait vraiment très Black Mirror dans l'esprit. Tout est blanc, t'as de l'aide. Il y en a une avec un terrain de foot, je vous la mets sur Instagram, c'est dingue. Avec tout le réseau de transport, le métro ultra rapide ou le train ultra rapide qui est en souterrain. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu le verras pas passer. Tu auras peut-être, je sais pas, des cabines ou ce genre de trucs pour les ascenseurs, peut-être vitrés en extérieur pour accéder à ton appart. Ils vont intégrer globalement les 5 projets ultra futuristes dont on a parlé dans un précédent épisode. Exactement, voilà. Allez ouais, l'écouter. tout à fait. Mais c'est bien qu'on arrive là, on arrive sur les moments où on fait des boucles sur le sujet là, c'est vraiment très caviar. Moi, en tout cas, je sais pas pour vous, même si ça foire, il y aura des enseignements qui vont être tirés de ce truc-là. À cette échelle-là, avec autant de moyens, ça n'a jamais été fait, le fait de tenter de réaliser une ville avec tout le savoir et toutes les technologies qu'on a acquis jusqu'à présent. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront tirées, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas les seuls à avoir cette ambition. Je vous plonge au Japon, dans une ambiance tout autre, sous l'effigie de Toyota, qui a démarré en 2021 un laboratoire vivant au pied du mont Fuji. Ils ont récupéré une ancienne usine qu'ils avaient pour justement la transformer en micro-ville de 2000 habitants, donc des retraités, des familles, des chercheurs de Toyota évidemment, pour étudier la ville urbaine 100% connectée. Les rues, elles sont partagées entre les piétons, les véhicules électriques autonomes, les petits pods, les aliments et qui sont alimentés à l'électrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette ville-là, il faut le voir en division. Globalement, aujourd'hui, tout est partagé dans notre ville actuelle. Là, on va avoir une rue pour les véhicules autonomes, une rue pour les piétons et une rue pour justement tout ce qui va être mobilité des véhicules genre dans les vélo, axes routiers, ils séparent tous les axes routiers. Il y a 3 axes routiers différents, scindés en 3 parties. Ça, c'est l'une des plus grandes dispositions, innovations du projet. Chaque maison intègre évidemment, un petit peu comme le disait Mathieu, des capteurs, l'IA domestique, les robots personnels pour le ménage, pour faire la cuisine. Toyota promet même de construire une ville complète qui offre une occasion unique de développer les technologies de demain, y compris un système d'exploitation numérique pour l'infrastructure de la cité. Un endroit où ils pourront piloter des expériences et des innovations qui feront avancer la société. Pour aller plus loin, la ville cherche à fusionner justement une esthétique traditionnelle japonaise avec justement toute la technologie de pointe qu'on pourrait retrouver avec beaucoup de bâtiments. Ça s'appelle Woven City. Bienvenue dans le nouvel idéaliste japonais avec des constructions en bois justement pour marier petit peu les deux technos. Je suis en train de regarder des images et c'est ouf de voir le côté modernisé qui est presque caché sous du côté très bois, très vert, avec des matériaux renouvelables, et surtout l'esthétique japonaise. Moi perso, je suis fan de l'esthétique japonaise. Et le fait d'avoir cet aspect très moderne, caché, dissimulé, mais surtout qui est pas le reflet premier de l'environnement dans lequel tu évolues. Tu te rends même pas compte en fin de compte que c'est quelque chose qui est aussi étudié, à la pointe de la technologie. Après, c'est très l'esprit japonais. L'esprit japonais, c'est très, on fait quelque chose des barres, c'est peut-être pas parfait, mais tous les ans, il y a des petites améliorations. Il y a de l'harmonie. Ils apprennent beaucoup de sur la durée. Pour moi, ça me fait penser un petit peu au design calme, où justement, tu vas avoir de la technologie, mais bien implémentée dans un truc au quotidien. Et tu l'oublies, tout à fait. Qui s'oublie. Et qui s'intègre parfaitement, on en avait aussi parlé. C'est une grosse philosophie japonaise et une spécialité là-dedans, et c'est évidemment un projet qu'on va suivre de très près, sachant qu'il y a des vidéos maintenant qui ont été officialisées et que c'est bien en place. Il y a des spécialistes quand même qui mettent en garde, évidemment, parce que il y a de l'innovation, il y a des robots, il y a des capteurs, il y a des drones livrant des objets carrément, donc ça fait plus de surveillance, plus de contrôle, on en parlait au début de l'épisode, plus de données sur les moindres détails de nos vies, et après c'est une cité aussi plus corporate éventuellement, plus contrôlée,
plus ségrégué. Enfin bref, voilà, il faut voir ce que ça donne, l'évolution de ce projet. Mais c'est vrai que la Woven City, c'est un projet actuel qui va arriver petit à petit. Et ça donne envie. Ça donne envie et ça donne le Ouais. vertige pour certains. Puisque si on compare à certains projets qui avaient été annoncés, il y avait eu d'autres projets smart. Il y avait Masdar City à Abu Dhabi, qui était annoncé comme la cité zéro carbone. Mais le directeur, il a vu le coût, il a vu les délais, il a dit c'est mort, on arrête les gars, vous arrêtez de prendre ma thune, par pitié. Il y avait Songdo aussi, en Corée du Sud, qui était construite. Attends, je voulais rebondir sur, Ah, pardon, sur excuse-moi. Masdar City. T'avais des trucs dessus? Ouais, j'avais Ok, des trucs pardon, dessus. excuse-moi. Mais c'est très bien, on enchaîne. Bah, Masdar City, en l'occurrence, on parlait justement de dispositions avec The Line pour que ce soit plus éco-responsable et tout ça. L'architecte de la ville, justement, veut croiser ces nouvelles technologies avec l'architecture traditionnelle arabe, pour le Ouais. coup, et pas japonaise. Et sa conception intègre notamment des ruelles étroites et ombragées, rafraîchies par un réseau de cours d'eau. Je trouve ça hyper intéressant la manière dont ils l'ont abordé, comme des couloirs, par exemple, qui sont vantés, traversant la ville de part en part pour une aération naturelle afin de favoriser l'apparition de microclimats. Ouais. C'est des trucs, des détails, on se dit bah ouais évidemment, c'est logique. C'est beaucoup moins du détail quand moi qui travaille à la défense, qui doit me trimballer à travers les bâtiments, oui. où là t'as l'air chaud. Tu sais, l'air chaud, Évidemment. tu sais, quand t'es en hiver et que tu rentres dans le métro, tu vois, t'as une espèce de vague La d'air bouche chaud d'aération qui est qui te Ouais. fait plaisir parce que t'as froid. Là, quand il fait 50 dans les rues de la défense, t'es content de les avoir. Je pense que tu seras content de les avoir, les petits couloirs d'air froid La naturel. défense, c'est pas la Smart City qui a. Il y a zéro smart à la Ouais, défense. il y a- hein. En fait, C'est la défonce à ce c'est ça. stade-là. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est ouf à quel point on pourrait avoir cette vision. Moi, je sais que quand les gens qui viennent de l'étranger, ils la voient de loin, ils se voient comme un truc un peu très business et un peu futuriste de par la conception des bâtiments. C'est la capitale européenne malgré tout hein, Et en fait, du business. Hein. En termes de Smart City, il y aurait tout à Ah, faire mais, là-dedans. c'est zéro. Ouais. Sur Masdar City en tout cas, c'est l'ambition, c'est d'avoir une ville zéro carbone et sans déchets qui devait initialement habiter 50 000 personnes. Honnêtement, le projet, en 2010, il y avait 6 bâtiments qui étaient livrés. Des bâtiments par contre résidentiels qui affichaient une consommation en eau inférieure de 54% et une consommation électrique en baisse de 51% par rapport à la moyenne des bâtiments sur place. Donc c'est pas mal. Après on n'en est clairement pas à la fin du projet. Hein. Non, C'est- le plan directeur à la base, la target, la cible qui s'était donnée, c'est bon, ça a été revu. Ils ont revu les ambitions sur des trucs plus réalistes. Ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes idées qui ont été prises quand même et qui vont continuer à être implémentées. Mais voilà, on n'est pas dans le délire de on va tout faire incroyable au départ. Mais il y a quand même déjà un premier pas qui est la réflexion sur le fait de rendre quelque chose de plus confortable, de plus respectueux déjà à la base. Si je reviens sur, par exemple, tu parlais des cours d'eau pour rafraîchir les courants venteux, etc. The Line, il y a un problème qui s'est causé, c'est que j'en parlais au départ, c'est des bâtiments qui sont vitrés, c'est des miroirs. Les miroirs, tu les vois pas. Donc si c'est sur des terrains où, par exemple, il y a des oiseaux qui viennent, bah, ils voient pas le bâtiment. Potentiellement, tu as des catégories d'oiseaux comme des faucons, je sais plus exactement le nom, mais il y a déjà des experts qui se disent attention, là, si c'est sur des courants migratoires, ça va être très problématique. Eux, ils disent qu'ils étudient le truc pour au minimum avoir qu'il y ait un un minimum impact d'incidence. d'incident. Il y a quand même beaucoup de scepticisme qui est autour de ce sujet. Des sujets comme ça, il y en a plein d'autres. Mais encore une fois, le côté écologique, c'est pas que sur nous, et sur le fait de nous conforter à nous, mais c'est aussi comment est-ce qu'on intègre ces nouveaux moyens, ces nouveaux environnements dans les villes dans lesquelles on va bosser, mais au service aussi de la nature. On emprunte ce qu'on a dans la nature. Et la nature, il faut savoir aussi être respectueux de ce qu'elle nous met à disposition et lui rendre, ou à minima, limiter l'impact puisque c'est ça l'enjeu, que les humains ont sur l'environnement dans lequel ils viennent construire et qui viennent du coup altérer. En Égypte, il y a un projet de nouveau capital administratif qui est en place, qui coûterait environ 60 milliards et encore, ça va grandir globalement. Je vous parlais en introduction de l'épisode de cette fraction entre riches et pauvres. C'est globalement ce qui est en train de se dessiner avec l'Égypte. Globalement, leur problématique actuelle, c'est de désengorger le Caire, qui a beaucoup trop d'habitants. Le nid Et d'espion. Ouais. Exactement. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. L'idée, ce serait de faire un quartier d'affaires avec ce nouveau capital administratif, résidentiel aussi, plus moderne et administratif, pour 6,5 millions d'habitants. Et en fait, le gros du projet, c'est l'Iconic Tower qui a été inspiré d'une obélisque. Voilà, l'idée, ce serait de faire une obélisque géante prévue pour atteindre 394 mètres de haut, avec 77 étages, qui serait la plus grande tour du continent africain.
si ça voit le jour. Dans son plan de Smart City, justement, il prévoit de déployer 6000 caméras, de l'IA à la gestion des services pour contrôler l'eau, les déchets, les transports à distance et même permettre aux citoyens de signaler leurs propres problèmes via une application, ce que disait Mathieu tout à l'heure. Donc on est clairement dans cette vision futuriste et le résultat, c'est il voudrait avoir une sorte de skyline hyper futuriste. On vous mettra encore des photos pour avoir un côté ultra moderne, mais en plein milieu du désert, ce qui est assez intéressant. En Chine, à l'extrême opposé d'une start-up, l'État chinois a confié à Alibaba la numérisation de la métropole de Hangzhou, environ 10 millions d'habitants. En pratique, c'est une plateforme unique qui collecte en temps réel les données des feux, des caméras, des capteurs urbains. On est vraiment exactement dans le scénario dont on parlait au début, c'est assez fou. Là, c'est pas Big Mother, là, c'est vraiment Big Brother. Là, c'est Big Brother à l'état pur. Eux, ils ont déjà l'infra, là. Eux, t'inquiète pas que la surveillance des masses, pour le coup, eux, ils sont déjà... PCC, quoi. Ils ont, c'est ça, ils ont tout. L'IA ajuste immédiatement la signalisation et les transports. Le trafic là-bas a chuté de 15% grâce à ces algorithmes de l'IA. Tu vois, tes feux automatisés, là-bas, ils y sont. Le cerveau est centralisé, et si centralisé qu'il a permis de déployer en quelques jours, fin 2019, un Health Code, le code de la santé, géolocalisé pour le Covid notamment, pour récolter et croiser toutes les données de santé publique, pour pouvoir rediriger des personnes ici et là. À Hangzhou, du coup, le City Brain 3.0 a été lancé là en 2025, en mars 2025, pour marquer une étape majeure. Ils utilisent le modèle DeepSeek pour pouvoir utiliser et servir l'IA pour faire l'une des villes de Chine à intégrer le plus d'intelligence artificielle aujourd'hui. Intelligence, oui, artificielle, c'est bien ce que j'ai dit. Tout à fait. Pour évaluer justement et rejoindre les bases de données et en faire une ville complètement automatisée. Ouais, traiter tout le volume de données qu'ils ont à dispo et laisser le modèle dire bah là, ce serait bien de faire ça. Moi, en fait, si tu veux, la technologie, elle sert le but qu'on lui donne. Si tu veux dire de faire de la merde, elle fera de la merde, c'est pas un problème. Et je supporte l'utilisation de la technologie dans tous les cas, ça fait des choses merveilleuses. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en capacité d'écouter ce podcast dans les transports tranquillou, pendant votre trajet en voiture ou quoi aux caisses de manière instantanée. J'ai toujours le problème de l'usage éthique qu'on en fait. C'est-à-dire que si demain, ils veulent davantage, tu parlais de ségrégation des pauvres vis-à-vis des riches, bah, s'ils veulent engorger le trafic dans les zones pauvres pour éviter qu'ils viennent dans les zones riches, ils en ont la capacité de le faire. S'ils veulent rendre les conditions très difficile pour forcer une certaine catégorie de gens à quitter le pays je sais pas, en mettant la température quelques degrés trop chaud ou trop froid, ils ont les moyens de le faire. Tu vois, c'est toujours le petit problème. Bon, je vais pas revenir sur les trucs évidents, type la note sociale, etc. Mais autant, là, c'est parce qu'on parle de la Chine, tu as toujours cet aspect un petit peu, bah, ils ont déjà le truc de surveillance de masse et tout, qu'est-ce qu'ils pourraient en faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire? Tu veux un exemple? Je pense qu'on va en avoir quelques-uns, vas-y, je t'écoute. Écoute, alors Mathieu, tu me corrigeras si je le dis mal, mais Heng Haomeng, c'est le premier expert chinois en IA, en santé mentale, qui a déjà servi à 1,8 million d'utilisateurs pour fournir des consultations en ligne pour les troubles du sommeil. Donc il y a des consultations médicales qui sont faites par de l'IA par un robot. Tu t'en veux une autre? Alors là, ça va être encore pire pour la prononciation. Ah, attends, je crois qu'il y a un psychologue qui vient de se suicider là, mais vas-y, continue. Yibao Air, un système d'IA développé par le Bureau de soins de la santé de la ville qui rationalise les demandes de renseignements et les transactions en matière d'assurance médicale. C'est une IA qui qualifie si combien tu payes ton assurance et tout, ta couverture. Oh putain. En vrai, la Chine, c'est vraiment le peuple le plus apte, on va dire, à ce genre de smart city, cette ville digitalisée, parce qu'il baigne dedans tout le temps. Je vous rappelle qu'Elon Musk, quand il rachète Twitter, il veut le transformer en X et devenir un petit peu l'application concurrente qui s'appelle, je crois que c'est WeChat, et qui va être vraiment le fourre-tout de tout ça. Et en gros, ça va gérer tes services, ça va gérer qui tu es, comment tu utilises les différents services qui te sont proposés, le côté médical, le côté bancaire. Bah ça, c'est ce qu'il a dit. Pour l'instant, ça lui sert juste à shitpost lui et Donald Trump et à s'insulter de manière interposée. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie de dire que, en fait, ce qui est flippant là-dedans, c'est que comme nous, on regarde souvent ce que font les Américains et que les Américains, notamment aujourd'hui, qui est un peu drivé par la toute-puissance un peu d'un mec comme Elon Musk, regardent ce que fait la Chine. Je vous laisse imaginer le trajet que c'est en train de faire, en fait. Mais tu vois, si je prends un peu de recul sur ce que Quentin vient de dire, par exemple, sur le fait que ce soit une IA qui qualifie tes besoins médicaux, ton contrat de couverture, ton assurance vie, machin, je sais pas quoi, de couverture médicale en général, je me dis, mais en vrai de vrai, c'est quoi le pire? Ça ou
un agent sous-payé parce que tu as délocalisé ton activité au Pakistan, en Inde, au pays du Moyen-Orient ou quoi, qui va passer 5 minutes sur le truc, qui va cocher des casques et qui va te dire bah, c'est ça ta couverture, tu vois. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a aussi la partie de moi qui est critique vis-à-vis de l'usage de l'IA, des nouvelles technologies, de notions de super contrôle par une entité qu'on ne comprend pas vraiment. Mais en vrai de vrai, est-ce que ce serait moins pire que... Enfin, ce serait pire que la manière dont c'est traité aujourd'hui. Quand tu vois les allers-retours que tu as pour la prise en charge de certains frais médicaux ou juste la demande de certains documents ou enfin, ce genre de trucs, je me dis... et juste les gens qui répondent pas parce qu'ils n'ont pas les réponses à ta demande. Ouais, qui te trimballent à gauche, à droite. Exactement, là au Mais moins bon. ça serait direct. Et je pense que tout ça, c'est juste qu'en fait, on n'est pas encore mentalement prêt à déléguer parce qu'il y a le côté humain, le facteur humain qui reste encore important dans notre culture. Mais dans certains endroits comme en Chine, ils sont déjà programmés à ça. Je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de souhaitable. Je dis juste qu'en fait, très clairement, c'est juste que nous, on est en décalage temporel avec certains qui vivent déjà. Il y a des villes où, en vrai, je pense qu'on arriverait. Nous, tu vois, je vois souvent quand on revient de pays comme le Japon ou la Corée du Sud notamment, où on nous dit « Waouh, c'est le futur ». Eux, c'est déjà leur présent, en fait. Donc, nous, on est juste à un pas de les suivre derrière parce que c'est la marche du monde et c'est les innovateurs qui sont un peu en train de driver. C'est eux les pilotes du train. Et nous, on est juste derrière en seconde classe et on attend un petit peu. Et après, on a toutes les difficultés qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le budget. Ça, c'est aussi un autre enjeu de tout ça. C'est le budget. Et on a vu d'autres projets qui ont flop de ouf. Là-dessus, on peut reparler peut-être de Akon City, typiquement. Ça va pas flop, c'est juste que pour l'instant, c'est en développement. Mais Il est ça assez prend son discret temps, sur quoi. le sujet. Ça flop. Akon, Hein. ouais. On va pas se Il en a parlé récemment. Ouais. Justement, il disait qu'en fait, son erreur, ça avait été d'avoir trop médiatisé le projet et que, en fait, juste ça prend du temps parce que ça demande beaucoup d'investissement. Le truc, c'est qu'en même temps, il y a le Sénégal qui lui a accordé des droits sur certaines terres qui sont en train de lui dire, frérot, s'il se passe rien, on va les reprendre, en fait. Et qu'il a un peu pris à la gorge. Non, mais ça veut pas dire que ça a flop. Pour l'instant, c'est juste en projet. Mais c'est le problème des projets, c'est que c'est en projet. Finalement, je voulais vous parler d'un dernier projet qui s'appelle Telosa, pensé par un milliardaire, Mark Lore, que vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas, c'est un ancien patron d'e-commerce du Wonder Group. C'est une cité projetée dans l'Ouest américain, promet de 5 millions d'habitants d'ici 2050, basée sur un concept précis, c'est la cité du quart d'heure. Globalement, peu importe où tu vas, c'est à un quart d'heure, max. Que tu sois allé à une école, à un commerce, à un loisir, tout est à 15 minutes de chez soi, avec un trafic 100% électrique, des déchets recyclés, un gratte-ciel gigantesque qui s'appelle Equitism Tower, centralisant eau et production végétale. Bref, c'est un modèle spécifique dédié à cette ville qui pour l'instant est encore en projet de très 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 loin. Mais ça montre un petit peu le côté le revers de la médaille du capitalisme et surtout c'est revendiqué même par son créateur. C'est un projet qui justement incarne une soif d'utopie technologique mais associé avec cette transition écologique et d'innovation urbaine qui peut être prometteuse. Par contre, il y a aussi une grosse dépendance à cette tech et aux capitaux privés, d'où le rôle finalement des GAFA et à ce risque de grosse surveillance. On parlait de CityBrain à Hangzhou, on peut parler des États-Unis évidemment avec Amazon, Google, les GAFA de manière générale. Et même au Canada, rapidement, d'un projet d'une ville qui s'est vautré la gueule parce que finalement, il y a eu un lever de bouclier face à l'arrivée de Google et de la perception des données qu'elle pourrait en avoir de cette ville, quoi. Oui, Google a lancé en 2017 à Toronto le projet du Sidewalk Toronto, un quartier intelligent de 12 hectares avant de l'abandonner finalement en 2020 justement face à ces polémiques. Mais Amazon a fait la même chose. Amazon a lancé un Sidewalk, un réseau bas débit reliant des box et des capteurs. Ça a été racheté d'ailleurs par Zoox, je sais même pas ce que c'est. Me demandez pas, s'il vous plaît. Mais après, on peut parler aussi de Apple, justement, qui conçoit avec Norman Foster le Apple Park. On peut parler des objets connectés de Meta qui se développent de plus en plus. Enfin bref, c'est les géants qui ont les cartes en main, finalement, pour pouvoir disposer ces produits-là chez nous. Et c'est un peu le problème, parce que du coup, par exemple, pour reprendre l'objet du Canada, là, le sujet du Canada que j'ai un peu regardé, il faut savoir que les contrats qui avaient été faits apparemment sonnaient vraiment flous. C'est pas juste les habitants qui se sont levés parce qu'ils étaient un petit peu participants à la base
partie prenante de cette Smart City. Mais quand ils ont commencé à voir les contrats qui étaient faits vis-à-vis de la ville et le flou artistique qu'il y avait autour d'eux, parce qu'eux, ils ont une équipe juridique très, très forte pour essayer de cacher peut-être la poussière sous le tapis, ben, malheureusement, ça a posé des problèmes et ça a fait que finalement, il y a eu un rejet d'un truc à la base qui était sans doute voulu. Parce que qui ne veut pas qu'on améliore son quotidien? Personne. Par contre, tu as cette difficulté, j'ai envie de dire, au final, à tous ces projets où, en fait, dès que tu mêles public, capital privé et grosse société derrière, bah, ça donne un cocktail qui est fatalement, forcément, trouvera un moment, un mur, se retrouvera face à un mur parce que tu as des gens qui refuseront de se soumettre soit à des GAFAM, soit à des décisions qui peuvent être prises au-delà des villes. Et c'est ça un peu le problème. Oui, les investisseurs, c'est-à-dire que les villes immobiliers elles-mêmes ne peuvent pas financer ce genre de projet. Donc, le sujet, c'est que ceux qui détiennent les clés, c'est des gens qui sont très très hauts et des fois qui n'ont pas forcément toujours aussi les bonnes, qui n'arrivent pas forcément avec les bonnes approches, en tout cas des approches saines pour dire on est au service. Et il y a un truc que j'ai lu fatalement à travers tous ces projets-là, c'est que même si tu fais rentrer un GAFAM ou même un investisseur privé, elle est où la rentabilité tu vois? Outre le fait que ça soit altruiste de faire des villes intelligentes pour le bon vivre de tout le monde, comment une société qui met des billes dedans, elle retrouve son argent, elle retrouve son investissement. Puis à l'échelle d'une ville, c'est quand même des fonds qui sont très importants. Et comme on l'a vu, un élément sur lequel on est passé très très rapidement, mais peu importe la taille du projet, tu vas retrouver plus ou moins les mêmes problématiques à plus ou moins complètement. La réalité économique, la réalité sociale, la réalité physique, le lieu, l'endroit où tu trouves les problématiques de l'environnement, les problématiques de droit du sol, enfin de droit d'exploitation du sol plutôt. En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que peu importe là où tu vas, l'idée que quelqu'un vient mettre de l'argent pour pallier ou du moins faire en sorte d'améliorer ou de rendre minimales toutes ces contraintes, bah, quelqu'un qui met de l'argent dedans et qui veut le retrouver, puisque la logique, c'est quand même de faire de l'argent derrière, ouais. bah, c'est quoi? C'est du sponsoring. À un moment donné, tu as Amazon qui met des billes dans le truc, bah, forcément que tu vas avoir davantage Amazon qui va ouvrir des magasins, ce genre de trucs sur un certain temps. Avec et du coup, ça fait monopole. C'est un peu le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Google, ça sera dans l'exploitation des données et du coup, ça pose des problèmes. Bref, à chaque fois, il y a un souci, tu vois. Il y a le côté Big Brother finalement qui est toujours là, à la fois dans les données, mais dans la surveillance aussi. On en parlait avec l'aspect très très connecté. Et ça me fait penser à une citation que je cale là parce que évidemment, ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Oh la rêve de grand seigneur. Exact. À Bakou, Star Wars était encore une bonne série, une bonne trilogie, une bonne. Comment on dit quand il y en a 6? Une sisologie, je sais pas comment on dit. Une sisologie, une saga. Une saga. Alors, c'est quand même mieux. Il y a aussi Xavier Mathieu de Birds qui précise que la Smart City doit être au service de l'homme et fournir des services utiles au plus grand nombre et non pas servir les intérêts exclusifs d'entreprises privées. Et je pense que c'est ça le point névralgique de toute cette histoire, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas résolu cette équation, ça peut pas marcher. Ou sinon, il faut repenser le projet à petite échelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle à nous, avec notre ville à nous, avec potentiellement, tu vois, de l'open source, des trucs qui vont pas nous coûter une blinde, et ça prendra plus de temps, mais au final, on aura quelque chose qui sera peut-être plus en accord avec nos valeurs. Même avant de simplement penser le projet, on peut même se poser la question de d'où vient le financement pour le projet. Tu parlais de sociétés privées, mais on a ouvert l'épisode avec The Line. Le projet, il est financé en majorité par les pétrodollars, encore une fois. Donc certains qualifient le projet d'une pure tentative de greenwashing pour redorer l'image du royaume, parce que la production, l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ça reste encore massivement issu de la production pétrolière, qui est massive là-bas. Les technologies futuristes, c'est très bien, mais d'un autre côté, la faisabilité technique, elle reste incertaine, puisqu'il y a plusieurs experts qui vous regardent les maquettes un peu science-fiction et qui se disent que concrètement, comment est-ce que tu assures la sécurité sur les terrasses, parce que 50 mètres de haut, ça fait quand même un peu haut. Comment tu assures la bonne 500 gestion, mètres de haut. 500, pardon, excuse-moi. Comment tu assures la bonne gestion du climat quand tu as des possibilités de vent tourbillonnant, tu as une tornade qui traverse le truc, c'est peut-être un peu au niveau de un peu l'infrastructure, c'est extrêmement compliqué. C'est un vrai projet d'architecte qui est colossal. C'est des défis qui sont très compliqués. On parle de vouloir améliorer la vie des citoyens, mais dans un registre moins cool, je rappelle que ça entraîne une exclusion forcée des populations locales pour pouvoir justement
financer le projet qui fait un peu tâche avec l'affirmation d'avoir une cité qui serait ouverte et inclusive, qui est le discours qui est porté depuis le départ sur le projet. Et pour terminer, il présente ça comme une révolution urbaine, verte, zéro carbone, mobilité douce, accès à la nature, mais tu regardes l'empreinte carbone colossale qu'il faut pour la construction, pour la production, pour l'acheminement de toutes les matières, des matières qui sont nécessaires à la construction de la ville. Il faut se dire que derrière, ça, dans le bilan carbone de la ville, il faut l'amortir. Donc, il faut que le projet il aille au bout et qu'il aille au bout pendant un certain temps pour que justement l'impact du chantier vienne limiter l'impact de sa construction, de son propre bilan carbone qui a été nécessaire à sa construction en fin de compte. Moi, j'ai envie de vous poser une question dans tout ça parce que, on l'a vu, l'utopie de la ville connectée, qui est un peu la ville parfaite quand on dresse le portrait, c'est quelque chose qui n'arrivera pas avant un petit moment. Mais il y a 2 choses qui peuvent arriver d'ici là. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous préférez coloniser d'autres planètes avec un petit Elon Musk qui est prêt à partir sur Mars pour aller bâtir une nouvelle ville et une nouvelle vie surtout à travers un nouveau projet là-bas, ailleurs, pour partir sur une table rase. Ou alors, on est tellement dans la merde dans notre univers qu'on va devoir se retrouver sous une clim chez nous et se voyager à travers le métavers dans un casque virtuel. Je pense que le choix que tu nous proposes, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de toute façon, on a l'air d'aller droit dans le mur. Par exemple, on voit tous ces conférences autour du climat qui sont des fiascos les uns derrière les autres. Et en fait, on voit d'ailleurs qu'on ne tiendra pas nos objectifs, comme je le disais en début d'épisode, des 1,5 degré. Et voilà, on va de mal en pire. Donc, soit à un moment ou à un autre, on a une technologie, une IA qui va venir sauver un peu tout ça. Et ça, je crains que ça soit compliqué. En tout cas, sans aucun effort de notre part, ça risque d'être délicat. Mais pour moi, je trouve que même sans être un pro Elon Musk, il faut savoir se dire qu'il y a une époque, on vivait dans une planète où en fait, on avait une vision très réduite. Aller au village d'à côté, c'était déjà faire un long voyage pour nous. Pourquoi pas aller vers les autres planètes? Je pense qu'on a tout intérêt à aller s'exiler aussi un peu ailleurs, ne serait-ce que pour avoir un plan B. Moi, je prends une vision plus critique que celle partagée par Mathieu, c'est que Alexandre Astier en a parlé un petit peu dans je crois que c'était un podcast ou dans une vidéo qu'il avait fait, où il disait en fait, on se rend pas compte de à quel point on est fait pour être là. C'est-à-dire que l'être humain, c'est le fruit de plusieurs dizaines de millions d'années de mutations qui ont été dictées par notre capacité à nous adapter à l'environnement et du coup, à terme, à adapter l'environnement à nos besoins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu la notion du fait que l'environnement, il faut aussi le protéger parce que c'est quelque chose de mobile. Demain, quand on aura disparu parce que la Terre, elle se sera trop réchauffée, parce que tous les êtres humains seront morts, parce qu'on aura cramé toutes les ressources, etc., la Terre, elle s'en fout, elle va se régénérer. Elle va se régénérer et puis elle va repartir sur une autre population, même si y a un autre cataclysme comme les dinosaures, ce genre de choses. D'un autre côté, on n'a pas non plus la technologie à l'heure actuelle pour aller sur une autre planète, encore moins y construire quelque chose de durable et de pérenne. Encore une fois, ça nécessiterait énormément de moyens, énormément de sacrifices sur place. Ne serait-ce que sur Mars, t'imagines vivre sous des hublots, voir tout le temps les mêmes gens, l'atmosphère pressurisée, filtrer les radiations du soleil, ce genre Total de truc. Recall, quoi. C'est même pas Total Recall. T'avais l'autre film là où il sur Mars. survit, Seul sur Mars, où t'as des choses qui sont plus ou moins vraies, mais où tu décris à quel point c'est compliqué de vivre là-bas. Vous allez me dire, ouais, mais attends, on a trouvé des exoplanètes qui sont en capacité d'abriter de la vie et tout. Ouais, alors déjà, ils te mettent jamais la distance à laquelle c'est. Et surtout, ça ressort tout le temps au niveau du moment où ils votent les budgets à la NASA. Le fait qu'ils aient trouvé des planètes, ça t'a jamais remarqué? Il y a des budgets, on a trouvé une planète là, ce serait bien si vous pouvez financer un truc pour machin. Je pourrais t'émettre comme opposition que on a découvert l'Amérique et que l'Amérique, à part quelques peuples qui existaient et qui étaient peut-être minoritaires, il y a des gens qui ont construit les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, qui sont Ouais, enfin, partis c'est presque- pas la même dimension d'arriver là-bas en bateau et puis de traverser l'espace et puis d'aller sur un endroit où il n'y a pas d'air. tu Oui, vois. C'est on peut juste pas une question, respirer. c'est une question d'échelle, hein, en vrai. Mais
Je comprends ce que tu veux dire. Les experts ont mais- tendance à dire aujourd'hui que de toute façon, la technologie, elle n'arrivera pas avant qu'on se fume. Donc, Tu m'as embarqué en tout cas, le côté terre qui se régénère, j'ai adoré. Et par contre, le métavers, non. le Vous y métavers, allez moi, pas ça me fait penser à Wall-E, justement. La fin Wall-E, de... Ready Player One. Ouais, grave. où tu fumes tellement la planète que tu vis dans un métavers, justement, Ouais. parce que tu as besoin de t'échapper un petit peu. Encore une fois, moi je suis pas d'accord là avec vous parce que je pourrais vous opposer aussi également. Je pense que ce fameux métavers, il aurait pu amoindrir le mal que le confinement a fait, notamment. Des personnes qui se sont retrouvées enfermées dans 12 mètres carrés dans Paris et qui pouvaient pas sortir de chez eux. Moi, si j'avais été président de la République, j'aurais balancé des casques à tout le monde. Mais ne c'est ce serait-ce que je te dis, pour- justement. La vie dans le métavers, est-ce que tu y crois, hein? C'est ça que ce que je te dis. Je dis pas, Bah, est-ce que c'est. Est-ce comme- que c'est nous? Comme tout, pour moi, ça sera ça a ses limites. Ça a ses limites. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis un fan de casque, tu vois, je te dis. Et pareil, c'est ce que je réponds à tout le monde, parce qu'il y a tout le monde, ces gens qui ont cette vision un peu biaisée des gens qui mettent des casques VR, qui ne pensent qu'à mettre qui pensent qu'on vit dedans. Alors qu'en fait, non, ça remplacera jamais de venir faire un podcast ici avec vous. Ça ne remplacera jamais le fait de faire un voyage avec toi à Niort pour aller faire un tournage. Ça ne remplacera pas le fait d'aller boire un verre et d'aller faire un bowling. Mais ça a demain, un demain mal. il fait 55 degrés dehors, tu Bah, peux plus On sortir. en avait parlé dans la Fibre Tech et c'est vraiment le scénario que même, je pense, Mark Zuckerberg a en tête en disant que de toute façon, c'est un peu inévitable qu'à un moment ou à un autre, parce que ça existe déjà dans notre monde, il y a des zones sur lesquelles on ne peut plus vivre tellement il fait chaud. Et il y a des zones qui sont devenues inhabitables. Mais- Et je pense que c'est un moindre mal. C'est-à-dire que c'est pas le remède, mais c'est un moindre mal. Moi, tu vois, je pourrais résumer ça à une phrase pour moi très très simple, c'est le métavers, ça doit rester un loisir et pas devenir un moyen de substitution. De pallier au fait qu'on peut plus sortir, de pallier au fait que voilà, tu peux pas. Pour moi, on peut pas considérer le fait de vivre dans un environnement immatériel comme un moyen de se conforter dans l'idée qu'on peut continuer à niquer la planète ou qu'on peut pas. Tu vois, le Covid, c'était Alors- un bon exemple. Si c'est pour passer un beau moment et s'échapper un petit peu du fait que bah là, t'es enfermé chez toi et tout, pourquoi pas passer sa vie dedans et devenir une réalité parallèle avec des gros guillemets, ça, je vois pas comment ce serait Moi- vivable. Moi, je pense que c'est ce genre de travers sur lequel il faut pas tomber et voir cette solution-là de manière un peu diabolisée en disant « Ah oui, c'est juste pour avoir sa vie dedans. » Et en fait, non, mais ça sera un moindre mal à utiliser pour même voir d'autres choses. Tu vois, il y aura d'autres univers à aller explorer. Si, comme tu le dis, on peut pas aller dans l'espace, autant aller créer tout un univers fascinant qu'on pourra aller visiter, qui sera digitalisé, créé par l'homme peut-être, mais qui sera un bon moyen. Mais encore une fois, c'est un palliatif, ce n'est pas un remède. Et je suis d'accord avec toi, le but, c'est pas de niquer la planète et se dire de toute façon, on vivra dans nos casques. Ça, c'est illusoire. De ce que j'ai compris, c'est que la manière de vivre ensemble, c'est le plus important, peu importe les circonstances. Que ce soit dans une ville connectée, une ville intelligente, dans le métavers ou sur une autre planète, je vois que les débats sont là et on vous attend bien précisément sur Instagram ou sur les vocaux pour que vous puissiez nous donner votre avis un petit peu sur cette idée. Ces villes futuristes, c'est clair qu'elles nous fascinent. Elles repoussent les limites de l'architecture, de l'énergie, de la technologie. Elles promettent une ville et une vie plus fluide, plus verte, plus confortable. On vous parlait de The Line, une ligne droite dans le désert, comme si l'avenir était tracé d'avance. Mais rien n'est figé. Une ville, c'est pas juste du béton, des algorithmes et des capteurs, c'est une manière de vivre ensemble, je vous le disais, de partager un espace, d'exister en commun. Alors ouais, la technologie, elle peut nous aider à bâtir un monde plus durable, plus fluide, plus sûr, je vous le disais, mais à une seule condition, qu'on garde la main sur ce qu'on construit, parce que le futur ne se programme pas, il se choisit. Merci à tous d'avoir écouté Bubble, et à très bientôt. Tchou. Ciao, ciao.